Madame Perceval. C'est Vladimir. Eh bien, le producteur du film. Quel film? Eh bien, description sectorielle d'un condamné à vivre. Oui, alors 28 entrées pour la dernière séance. Alors, la journée d'hier. Ah, c'est pour la semaine. Mais vous allez voir, le bouche à oreille va fonctionner. Oui, c'est ça. Oui, au revoir, Madame Perceval. Au revoir, oui. Bah alors, ça va pas? Ah bah tu sais, c'est pas que description sectorielle d'un condamné à vivre, ce soit un mauvais film. Enfin, un plan séquence de 2 heures dans une salle de bain déserte, ça fait long, hein. Qu'est-ce que tu veux que je produise, hein? Les bidas aux Folies Bergères? But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 17, épisode 16. Grandeur et décadence du petit commerce des cinémas, deuxième partie. Dans cette seconde émission, nous continuons notre exploration de l'exploitation cinématographique en France, dans laquelle il sera question de la programmation, à la fois des films d'actualité et du patrimoine, et de l'événementualisation des séances, et toujours en compagnie de notre triumvirat de spécialistes. Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui est le mieux que les autres. Et donc au programme cette semaine, notre deuxième émission consacrée à l'exploitation cinématographique en France. Et j'ai une nouvelle fois le plaisir d'être avec Erwan Floclet. Erwan, bonsoir grand timonier. Bonsoir Thomas, El Comandante. Je rappelle Erwan, programmateur et animateur du cinéma de la belle équipe à Calac, donc au cœur des territoires, sur... cinéma avec un écran. Nous sommes également avec Antonin Moreau. Antonin, bonsoir. Salut les kids. Donc Antonin, programmateur et responsable des films de répertoire et du film de patrimoine donc au cinéma Arvor à Rennes, multiplex d'art et essai de 5 salles. Et également avec Olivier Bitoun. Olivier, bonsoir. Bonsoir Thomas. Donc directeur de l'association Cinéphare, qui est un réseau de 47 salles de cinéma et d'associations de cinéphiles en Bretagne, basée tout là-bas dans le Nord Finistère à Lorelec-Quirlon, où nous sommes en ce moment et où nous enregistrons. Et nous remercions évidemment une nouvelle fois de nous accueillir au sein de vos beaux locaux, avec derrière moi un sacré paquet de magazines de cinéma et de magazines de professionnels, car vous êtes ici en tant que professionnels, messieurs. Nous parlions lors de l'émission précédente, on va dire plus du versant financier de l'exploitation du cinéma en France, et maintenant nous allons aborder, on va dire, plus la question de la programmation et comment se construit une programmation dans un cinéma, donc plutôt d'arrêt et essai ici, avec les questions qui vont nous intéresser, et avec quelles contraintes une programmation donc se construit à la fois pour les films d'actualité et les films de répertoire, tout en parlant des différentes variantes. Parce que évidemment, la mission première d'un cinéma est donc de passer des œuvres et de passer des films, que ce soit de l'actualité, donc là pour le coup vous êtes plutôt dépendant évidemment des grandes sorties de tous les mercredis, et pour les films de répertoire, on va dire que vous êtes dépendant des restaurations qui sont faites et de films anciens qui sont on va dire, remis à nouveau sur le marché. Parce que, quand même, l'intérêt d'une programmation, c'est à la fois peut-être d'avoir une ligne directrice, ou en tout cas une ligne, on va dire, pour les cinémas, mais tout ça, bien évidemment, doit se mêler dans, pas forcément, si ce n'est une optique de résultat, en tout cas, une optique quand même de faire des entrées, parce que c'est le nerf de la guerre. Si on veut que les cinémas continuent à marcher et à être ouvert, il faut évidemment qu'il rapporte des sous. Et donc entre un mono-écran et un multiplex, il y a évidemment des variables et énormément de différences, même si je pense que l'envie est la même, normalement, de passer des films qui plaisent aux programmateurs. On sait bien évidemment que vous ne passez pas forcément que des films que vous aimez, puisque donc il y a évidemment toujours la question de l'argent qui rentre en compte. On va commencer, on va dire, par le plus petit. Oui. Erwan, toi donc à Calac, mono-écran, donc on le disait dans la première émission, il y a parfois les films de l'actualité qui arrivent un
peu après. En troisième semaine, à partir de la troisième semaine, souvent, ouais. Sauf cas exceptionnel. Oui, une avant-première. Oui. particulier. Après, moi, ce que je trouve intéressant à dire déjà, c'est que les choses ont beaucoup évolué, je dirais, ces 10 vraiment dernières années, en fait, et on l'a bien observé, hein, pour rappeler, c'est que moi, je ne me programme pas directement le lundi en direct avec les distributeurs, mais avec une entente de programmation qui nous aide, puisque donc, on la paye aussi, cette entente de programmation, pour qu'elle fasse ce travail-là. Donc de négocier avec les distributeurs pour avoir les films. Mais c'est que justement, ce qui a été sans doute un désavantage pour nous il y a encore une dizaine d'années, donc d'être en troisième semaine, voire en quatrième, n'en est plus vraiment un. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout soumis, je crois, en fait, c'est peut-être aussi par rapport à l'intensité aussi des sorties, au fait qu'il y ait quand même un certain nombre de films qui sortent chaque mercredi. Au moins une vingtaine de films, ça. en comptant les restaurations qui sortent aussi chaque semaine. Donc c'est vrai que cette idée de la troisième ou quatrième semaine est quasiment aussi devenue un avantage, parce que ça nous laisse, nous, le temps, d'une certaine façon, parfois d'avoir déjà des premiers retours, ce qui fait que quand on programme, le film a déjà eu, on va dire, à bénéficier d'une visibilité, d'un temps d'exposition médiatique. Donc c'est plutôt intéressant, parce que c'est vrai que ça a été quand même pendant longtemps. Moi, j'ai pas connu ça, mais la question de la sortie nationale, de l'enjeu, moi, je l'ai connu en tant, entre guillemets, de critique de cinéma, où je sais très bien qu'à l'époque, je voyais 3-4 films par semaine en salle, et tu le sais bien, Thomas, c'est que la deuxième semaine, j'étais pas sûr de voir des films de la première semaine. Hein. C'était vraiment une tyrannie comme ça du flux de l'actualité. Et c'est vrai que aujourd'hui, là, moi, en tant que programmateur à Calax, c'est quelque chose de coprogrammateur plutôt, c'est que c'est vraiment, je dirais, un confort en fait. C'est que, et aussi pour le spectateur, j'ai l'impression, qui a aussi le temps en fait de savoir qu'est-ce qui sort et de faire son choix et de retrouver. Alors la différence avec le multiplex d'art et essai comme l'Arvor, c'est que nous on n'est pas seulement art et essai, on est généraliste. Là je mettrais un bémol, c'est que sur un blockbuster, sur par exemple un film Marvel ou DC, peu importe, hein, enfin un film de grande consommation, là ça pêche un peu sans doute, puisque l'effet de première semaine, on va dire, il existe toujours, clairement. Donc surtout nous on est vraiment en zone rurale, et clairement le public jeune n'est pas forcément chez nous, mais va plutôt aller tout de suite voir en sortie nationale. Donc nous là localement c'est plutôt Carhaix ou Guingamp sur les sorties nationales. Qui sont des villes à peu près 30-40 km de Calac. C'est ça, ouais, exactement. Et ce qui fait que c'est un vrai bouleversement, j'ai quand même cette impression-là, cette idée de la troisième et la quatrième semaine, c'est que véritablement, de s'enlever cette imposition comme ça, ce dogme du film et de la sortie nationale, qui est toujours d'ailleurs, on va en parler je pense tout à l'heure, plus sur la question des films de répertoire, qui n'est pas encore très bien compris. Les distributeurs, les gros distributeurs, n'ont pas tout à fait non plus encore intégré ça. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, avec notre entente de programmation, Epic et Sylvain Clochard, on a vraiment, je crois, compris, en tout cas c'est lui qui aussi m'a appris ça, c'est que ça fonctionne. On voit bien que ce n'est plus du tout un frein, en fait, le fait d'être en troisième ou quatrième semaine. Vous êtes combien dans votre cinéma à faire la programmation ? 3. Donc il y a toi le salarié. Moi le salarié et 2 bénévoles, donc, qui sont le président et trésorière. D'accord. J'aurais bien apporté une précision et peut-être un petit bémol ou une autre vision par rapport à ce que tu exprimais. Sur la programmation, c'est vrai qu'il y a des modèles différents. Toi, tu te programmes sur 3 semaines ou un mois. Donc il y a beaucoup de salles associatives qui prévoient, tout leur programme de novembre, il sort début novembre. Donc ils sont obligés de préparer tout en amont. Ouais. Dans beaucoup de salles, et donc l'Arvor c'est le cas, c'est la programmation du lundi dont on a déjà parlé. C'est que le lundi, on fait les choix du film pour le mercredi, pour 2 jours plus tard, quoi. Grosso modo, je caricature, il y a des choses qu'on prévoit bien sûr, qu'on négocie bien plus en amont, enfin bref, en gros c'est ça. Donc et chaque semaine c'est remis sur le tapis, et en gros le film aussi, on décide de sa vie, et c'est surtout vrai sur des villes comme Paris, on décide de sa vie au bout des résultats de la première semaine. Ouais. S'il marche pas, le film il dégage tout de suite, même si
c'est arrivé également, effectivement. Même si parfois le film marche, il y en a un plus gros qui arrive, et le film dégage. Enfin, c'est vraiment, ça se chasse. Toi, tu es dans une vision plus posée, en fait, où du coup, tu t'engages sur des films sur un mois. Quel que soit le résultat du film, tu sais que tu vas le passer. Tu sais que tu vas le passer 5, 6 séances, 3. Voilà, c'est prévu. Donc, c'est pas du tout les mêmes enjeux. Et comme tu le dis, vraiment, une petite incite, c'est que l'enjeu, par rapport à peut-être à Antonin et d'autres salles, c'est que moi, j'ai très rarement d'imposition du nombre de séances, qui est la clé. Ça, on va en parler. C'est une question extrêmement importante. Est-ce que voilà le bémol, l'autre vision, je dirais, sur cette question de la 3e semaine. En gros, avant un film, on était sur les copies 35 mm, comme on en parlait. La vie des films a considérablement évolué depuis. C'est-à-dire qu'avant, on n'était même pas sur des films dans les petites salles. En gros, ils étaient sur Paris, ils étaient sur Lyon, Bordeaux, et puis au fur et à mesure, ça descendait, et on arrivait à voir le film. Une salle comme Calac, je sais pas, avait son film la 5e, 6e semaine, etc. Et la vie des films était très longue, en fait. Enfin, était très longue. Les films duraient longtemps. Aujourd'hui, c'est terminé, en fait. Un film, effectivement, Erwan, il va réussir à obtenir le film en 3e semaine. La plupart des films, voilà, il y aura toujours les grosses villes les premières, 2e semaine. En 3e semaine, ils vont arriver partout. Et en 4e semaine, c'est fini. En fait, un film, maintenant, et je caricature à peine, la vie d'un film, c'est 4-5 semaines, elle s'est réduite de moitié. Donc, alors, pour trouver ses spectateurs, pour laisser le bouche à oreille s'installer, pour travailler là-dessus, c'est un travail qui a quasiment disparu et qui est vraiment catastrophique pour toute une partie des films. En fait. Les films qui arrivent à durer en salle pendant 7, 8, 10 semaines, c'est exceptionnel, mais c'est vraiment des films qui vont marcher extrêmement fort. On l'a eu par exemple le cas cette année avec le film de Artus, Un petit truc en plus, où le film a fait un très bon démarrage, une très bonne première semaine, et ça a augmenté au fur et à mesure, ce qui fait que le film est resté quasiment 3 mois à l'affiche, en France en tout cas. Mais c'est des cas extrêmement rares. Voilà, puis Monte Cristo, pareil, où il continue à passer encore la semaine dernière. Enfin, c'est ça. il y a des cas c'est hyper rare. Mais ceci dit, là, on parle, ça, c'est des différentes économies. Effectivement, le Monte Cristo, petit truc en plus, même si un petit truc en plus, ça a été un succès surprise, mais il était quand même calibré pour faire un nombre de séances relativement conséquent. Les films qui nous intéressent aussi, c'est vraiment les films vraiment qu'on appelle recherche et développement et tout ça, qui eux souffrent le plus, en tout cas, de cette rotation hyper intense de films. Moi, je sais que pour une salle comme l'Arvor, nous, si on n'a pas le film en première semaine parce qu'on n'a pas eu de place ou nos 30 ans de programmation l'a pas mis, on ne va pas le mettre en 2e semaine parce que déjà, le passer en première semaine, on sait que c'est des chiffres qui vont être tout petits. Le 2e semaine, c'est déjà la moitié moins parce qu'il n'y a pas le buzz, c'est même pas le buzz, c'est que la couverture médiatique, éventuellement, elle peut encore marcher la première semaine. La 2e, c'est tout de suite compliqué. Après, c'est des fois en avant. Quand des plus petites économies, un film chasse l'autre une semaine sur l'autre. Oui, il y a ça. Ceci dit, c'est au travail de la salle aussi de faire un acte militant là-dessus. Nous, on essaye quand même de maintenir au minima les films sur 2 semaines, à minima, même si ils n'ont pas remporté de succès. Ça n'a pas toujours été le cas. Moi, je sais que j'ai toujours une petite blessure là-dessus, sur un film que je sais que vous avez tous aimé autour de cette table, c'était Les Gangs du Bois du Temple de Rabat Amor Zaimesh, qui est un film qui s'est planté en salle dans les grandes largeurs sur sa première semaine, et qui est un film qui est très étonnant, parce qu'en fait, moi, c'est un film dont on m'a reparlé plusieurs fois quand j'étais en caisse. On me disait, mais j'ai vu un film extraordinaire la semaine dernière, j'en ai parlé autour de moi, mais il passe plus, donc j'étais un peu embêté. Effectivement, nous, c'est un film qu'on a passé, il me semble-t-il, qu'en une seule semaine et peut-être une séance unique la semaine d'après. Mais donc, du coup, un film où la notion du bouche à oreille, même si elle est très minime, un bouche à oreille, c'est très beau, mais si tu as fait... Il faut voir ce que c'est, la polarisation des chiffres, entre un million de spectateurs ou 600 000 en une semaine, et ça, c'est un extrême du spectre. Ouais. L'autre extrême, on est plutôt dans les 500, quoi. Enfin, vraiment, c'est zéro, quoi. Il y a vraiment des films distribués en très peu de copies. Nous, pour prendre que le cas de l'Arvor, on va naviguer entre un film, quand on dit que c'est un échec, il a fait 40 personnes en une semaine. C'est-à-dire qu'il passe une fois par jour, il fait 40 personnes. Vous imaginez la tronche de la salle. C'est très peu. Et là, c'est un truc qui a un petit peu évolué. Ça, moi, clairement, quand j'ai commencé à bosser à l'Arvor, c'était au tout début des années 2000, un film, un échec, c'était pas 40 personnes, c'était 80 personnes. Donc il y a quand même une évolution là-dessus, d'une polarisation très forte du marché sur de l'arrêt. C'est très porteur qui, effectivement, nous, on tire notre épingle du jeu là-dessus. On a du monde, ça nous permet de tenir, mais sur ce qui est notre fond
enfin pas notre fonds de commerce, mais au contraire notre raison d'être, c'est-à-dire de savoir perdre de l'argent, ça devient encore plus compliqué parce que là, pour le coup, c'est compliqué de continuer à défendre ces films-là. Et c'est vrai qu'en plus, il y a un rythme assez intense de sortie de films. Et il y a cette question que tu évoquais aussi, que moi qui me paraît assez extrêmement problématique, de l'imposition du nombre de séances par certains gros distributeurs de l'art et essai. Comment est-ce que ça marche? Ça, c'est dans la négociation. Moi, c'est pareil, on est programmé par une entente de programmation, c'est une diffusion. Avec le distributeur ou avec l'entente de programmation? Ça, c'est l'entente de programmation qui gère avec les distributeurs. Et des fois, le distributeur, pour peu qu'il ait de l'or dans les mains, on va dire, le dernier Ken Loach, je dis un truc au pif, le dernier François Ozon, le Guy Roddy, des films qui sont relativement porteurs dans l'art et essai. Pour que te donner le film, il va t'imposer un certain nombre de séances. Des fois, ça peut être 4 séances par jour. Nous, on a la chance d'avoir une entente de programmation qui peut être, que je trouve qui travaille bien et qui peut être assez offensive aussi, et qui a un bon rapport de force par rapport à des distributeurs et qui va refuser cette imposition des 4 séances par jour. Il faut savoir ce que c'est les 4 séances par jour. Si tu fais 4 séances par jour, forcément, ça va priver la sortie d'un film. C'est-à-dire que il y a un film, tu vas avoir ton créneau de 18 heures qui souvent pour nous, en tout cas, dévolu aux films plus fragiles, on va dire. Et forcément, tu vas avoir un film qui va sortir en moins dans ta semaine. Tu perds une séance, quoi. Tu perds une séance, et c'est évidemment pas l'autre film porteur qui est en 3e semaine dont tu vas supprimer une séance. Toi, tu vas le maintenir pour continuer à engranger les entrées. Ça va être quand même un film en moins qui va sortir. Ça peut être assez préjudiciable et peut mettre en danger un peu l'écosystème. C'est un des nœuds du problème, effectivement, c'est cette place. Parce que imposer un plein programme, c'est ce qu'on appelle le plein programme dans le métier, qu'on demande 3, 4, 5 séances, c'est des ratios par rapport au nombre de séances que tu fais dans ta semaine. C'est pas forcément non plus sur les entrées, parce que c'est occuper l'espace, en fait. Oui. C'est ça la problématique. Parce que la moyenne de séances, si on les rapporte sur des gros films qui sortent sur 600 copies, sur le nombre de séances qu'ils font, la moyenne de spectateurs par séance est très bas, en fait. Ouais. Donc c'est vraiment cette idée pour certains distributeurs, souvent les gros distributeurs, et aussi des gros distributeurs de l'art et essai qui sont dans cette logique-là et qui imposent des conditions, mais avec cette idée d'occuper le terrain, en fait. Il faut que ce soit le film qui soit vu cette semaine-là, qui occupe l'écran, qui soit sur les affiches le plus possible, etc. Donc c'est vraiment faire tabula rasa des autres films, quoi. Et alors qu'on a besoin effectivement d'une solidarité dans ce métier. Complètement. Et nous, José, pour parler aussi de la spécificité en tout cas de sorties sur les sorties nationales, nous pour Rennes, on est en milieu concurrentiel, contrairement à toi, et on a à la fois la concurrence du TNB, qui est l'autre salle à essai, 2 écrans, qui sont des confrères, mais qui sont néanmoins des concurrents. Je reviendrai là-dessus, et aussi du pâté. Je sais que dans les négociations, ça peut aussi jouer. C'est genre, on vous prend votre film, on vous fait le plein programme, et vous ne refilez pas de copie à Pâté. En général, on voit bien que les distributeurs, si Pâté réclame une copie du film, le distributeur, il le donne. Parce que Pâté, clairement, Pâté a une puissance de feu une force de frappe qui est largement supérieure à la vôtre, parce que c'est un multiplex plutôt généraliste, mais il y a donc 13 salles, mais qui accueillent souvent un public qui apparemment de lui-même ne viendra pas dans une salle d'arrêt. Nous, un de nos enjeux depuis la réouverture, c'est justement de leur piquer des parts de marché, chose qu'on a pour l'instant réussi. Par exemple, des films comme le Clint Eastwood, qui est certes un auteur connu de tout le monde, mais il passe au Pâté, mais aussi à l'Arvor, mais c'est arrivé avant avec du Woody Allen, comme tu disais. Oui. Donc les cinéastes qui étaient plus vraiment arrêt-essai pour des salles d'arrêt-essai, qui sont dans les circuits grand public et qui du coup évidemment à la fois captent un nouveau public, mais prend aussi un autre public qui avant allait dans des salles d'arrêt-essai. Ce qui est l'ingratitude profonde du métier d'exploitant en arrêt-essai, c'est justement, moi je prends toujours cette analogie de genre t'as planté la graine, t'as fait pousser un arbre et puis t'as un mec qui arrive et qui récolte toutes les pommes. C'est-à-dire Sean Baker, la Palme d'Or, c'est un cas d'école. Sean Baker, évidemment, c'est quelqu'un qui en France, peut-être même au monde, n'existerait pas, dont les films ont une résonance en France, dont on a passé Tangerine, dont on a passé Red Rocket, on a passé Florida Project. On l'a fait augmenter peu à peu, bam, Palme d'Or. Évidemment, le Pâté, il prend la Palme d'Or. Donc, mais bon, là, si cette situation s'était passée avant qu'on ait un multiplex et avant qu'on ait un petit peu accru notre public, clairement, le Pâté aurait fait largement plus d'entrées que nous sur Anora. C'est-à-dire que tu as contribué, toi, par ton travail, en passant Tangerine, en perdant un peu d'argent, à travailler sur un auteur, et tu as un circuit qui arrive. Une fois que tu as, pour lui,
identifier un produit, il récupère le produit, il le vend. Je fais souvent l'analogie avec le bio dans les supermarchés. Les supermarchés font pas ça par militantisme écologique, ils font ça parce que ça marche et parce que voilà, c'est complètement identifié. Oui, c'est un peu, c'est un truc parasitaire en fait. Parce Il que profite du travail d'un autre. La marque, Voilà, c'est ça. Sur peut-être préciser quand même là sur on est avant, il y a eu quand même une période qui a été le Covid et qui a vraiment transformé la fréquentation des salles de cinéma malgré tout. On était en gros, pour les auditeurs, ça peut leur parler, on était à plus de 200 millions d'entrées avant le Covid et on est maintenant descendu à 180 à peu près sur les 2 dernières années avec une stabilité 180 millions. Donc oui, ça fait quand même. En 2023, c'est revenu à peu près au niveau d'avant Covid. Même Non, on est en dessous, on est encore en dessous. Là, on est à peu près stable par rapport à l'année dernière, mais on reste en dessous. Et c'est pas sur les films à essai. Enfin, vraiment, la fréquentation des films à essai, elle est stable, voire en progression. Oui, c'est ça. La fréquentation des cinémas à essai est plutôt en progression. Donc la baisse, ça se fait en fait sur les multiplexes. C'est bon, c'est l'absence, la diminution du nombre de films américains qui est quand même assez flagrante. On est passé de 130 films américains qui sortaient à 80 quoi. Donc ça risque pas de s'arranger dans les prochains mois puisqu'ils ont été en grève pendant voilà. mois. Donc il y a cette manne, ce qui était leur manne principale, les grandes comédies françaises. Bon, ça c'est toi Thomas le spécialiste, donc tu pourrais nous en parler plus longuement, mais les comédies françaises ne marchent plus comme elles ont marché par le passé. Donc il y a 2 ou 3 par an qui cartonnent vraiment. Voilà, c'est ça. Donc du coup, forcément, ils essaient de voir qu'est-ce qui fonctionne et les multiplexes de plus en plus vont vers des programmations RSC, vers des films vers lesquels ils seraient pas allés. Bon, naturellement, ils seraient allés vers le Eastwood, ils seraient allés vers la Palme d'Or. Oui, mais de plus en plus, ils vont vers des films qu'ils n'auraient jamais programmés avant. Oui, il y a ça. Après, ça c'est vraiment intéressant ce qui s'est passé. Enfin, c'est vrai que le cinéma, ou en tout cas l'exploitation en salle, a été vraiment au cœur de l'actualité au moment du Covid et en dehors même de la profession, sur cette idée que voilà, on arrivait à un firmament de l'explosion des plateformes et tout ça, ou du nombre d'usagers des plateformes. Et ça, on a souvent dit, voilà, le Covid a mis en crise le cinéma en salle. Moi, j'ai l'impression qu'au contraire, avec le Covid, on a gagné juste 2 ans et que ce mécanisme-là, il était bien en germe depuis des années. Ce qui fait que voilà, toutes les salles, toutes les problématiques dont on parlait dans la précédente émission, on se disait voilà, il faut refaire vivre la salle comme lieu de vie des films, éditorialiser un maximum sa programmation, arrêter de se dire on est une salle, on est un robinet à images. Par exemple, le pâté un peu moins, mais beaucoup de multiplex se contentent avec moi ce que j'appelle des robinets à images. Le film il passe en plein programme, 14h, 16h, 18h, 20h. On y va, voilà, en 2 clics on a son billet, on passe. Nous, on est plutôt dans un travail d'aller vraiment d'animation autour des salles et tout ça. C'est ça qui a permis aussi. Enfin, c'est hallucinant. Hein. Enfin, moi, ce truc qu'on appelait de nos voeux depuis longtemps, enfin moi en tout cas que j'appelais de mes voeux, même dans la structure même où je bossais, où j'avais l'impression d'être dans un robinet à images d'arrêt-essai, de se dire qu'il y a une nécessité énorme vraiment d'aller vraiment animer un maximum les salles pour trouver que notre identité elle se fondera là-dessus et notre succès économique il se fondera là-dessus et que je vois le nombre de comment ça s'est devenu hyper dynamique, j'ai l'impression quand même dans beaucoup de salles aussi en France plus petites ou similaires à l'Arvor en termes d'animation de programmation, c'est juste dingue. Je pense à Paris par exemple, on est passé d'un moment où il y avait 2 ciné-clubs dans toutes les salles, maintenant il y en a 90 je crois, un truc comme ça quoi. C'est dément. Justement sur cette question de l'accompagnement et de l'animation autour des films, à la fois que ce soit avec des avant-premières, avec des séances spéciales, avec des invités, avec des présentations, que ce soit des liens avec des lycées, avec des collèges qui font des ciné-clubs une fois par mois, par exemple dans les cinémas, donc toutes les avant-premières, invités, tout ça, c'est faire de chaque film un événement en soi, pour vraiment capter le plus de public possible. Et je sais que notamment c'est le cas dans les films de patrimoine, on sait qu'évidemment la population qui pourrait venir n'est pas forcément la même, ou en tout cas n'aura pas les mêmes modes de consommation, de faire une séance au lieu d'en faire 4, pour que ce soit réellement un événement, mais qu'au moins il y ait du monde à la séance, évidemment. Donc l'accompagner, en faire la promo aussi, c'est quand même un aspect extrêmement important du fait que les potentiels spectateurs soient au courant qu'il y a un film qui passe, ce qui est quand même aussi on va dire, une problématique extrêmement importante, parce que si on ne sait pas que tel film passe dans tel cinéma, il n'y aura personne. Mais donc du coup ça part aussi par de faire d'un film un événement. Et je sais que vous, à l'Arvor,
vous en faites beaucoup, mais vous n'êtes pas les seuls non plus. Et parfois, on a même l'impression qu'il y a un trop plein d'événements. Nous, on est clairement peut-être en sur-régime, peut-être par rapport surtout à la masse salariale, on va dire, mais par contre, oui, on a des semaines où on a 14 séances spéciales, par exemple, quoi. Donc ça fait beaucoup. Mais bon, là, c'est vraiment un cas... Là, ouais, on tourne plutôt autour de 5-6 séances spéciales, voilà, on va dire, qui vont être présentées. Ou, donc, dans séances spéciales, il va y avoir les ciné citoyens, les ciné-rencontres, quelqu'un de l'équipe qui va venir, les différentes rencontres en termes de répertoire, les différents rendez-vous que là, pour le coup, j'anime, les avant-premières, effectivement, des créations régionales aussi. Voilà, tout c'est ça, ces séances-là. Moi, après, je vois en tout cas cette éditorialisation massive de notre programmation aussi. Et ça, c'est un truc... Il y a un truc qui revient souvent, par exemple, dans les plus petites salles, c'est genre, bah oui, faire des animations, c'est beaucoup de temps, c'est parfois de l'argent, et pour une fois, des fois, pas un déficit, des séances qui sont déficitaires. Il ne faut pas négliger aussi l'impact de communication que ces séances font. C'est-à-dire que pour l'image de ton cinéma, c'est primordial. En fait, ton cinéma, il devient cool. En fait. Moi, je dis souvent, ben voilà, ce film-là, peut-être qu'on va faire 30, 40, mais on aura communiqué sur cette séance, donc on aura travaillé, on l'aura passé. Peut-être que toute la ville de Rennes ne va pas y aller. Encore heureux, les salles sont trop petites pour ça. Mais par contre, si tu as bien bossé ta communication, voilà, l'information est passée que voilà, à l'Arvor, c'est aussi un endroit où on pouvait voir ça. Ouais. Et en fait, tu vas avoir d'un coup ta valeur ajoutée de ton cinéma, elle va augmenter. Hein, en termes de communication, d'un coup, tu deviens un cinéma où c'est possible de faire quelque chose. Je ne l'ai pas fait, mais la prochaine fois que j'aurai envie d'aller voir un film, et là, on sait qu'on s'adresse. Nous, le succès des films, c'est pas les cinéphiles qui le font, c'est les occasionnels. C'est comme ça qu'on voit quand on dit que ton cinéma est marche, c'est les occasionnels qui sont venus au cinéma. Les occasionnels, c'est ceux qui vont 2 ou 3 fois au cinéma par an, contrairement à nous qui allons 4 fois par semaine. Tu fais pas vivre un cinéma avec des cinéphiles, tu fais vivre un cinéma avec les occasionnels, ceux qui vont d'un coup venir, quoi. Et c'est toute la politique d'animation qui peut exister dans les cinémas. Je pense que ça a un impact considérable. Moi, je crois vachement même dans l'écosystème même de la salle, c'est-à-dire que voilà, s'il y a une séance qui est là, tu as communiqué dessus, elle va profiter, tous les films se nourrissent, enfin, toutes les séances se nourrissent, elles vont profiter les uns des autres. Olivier. Sur les films, pour toute une partie des films, en fait, l'animation, c'est la seule manière de les faire vivre aussi. Il y a beaucoup de films, on parlait tout à l'heure sur la fréquentation qui est en baisse, le cinéma art essai qui est stable, etc., les films art essai qui sont stables, ils sont stables, mais sur une poignée de plus en plus réduite de films qui fonctionnent. Pour toute une partie, ça existait déjà avant, il y avait un fossé entre les films, ce qu'on appelle les films art essai porteurs et beaucoup d'autres films qui étaient quand même qui avaient du mal à trouver leurs spectateurs. Après le Covid, là, on est sur une fracture qui s'est encore multipliée. Donc, on a vraiment toute une partie, une paupérisation de beaucoup de petits distributeurs, de réalisateurs, avec des entrées qui sont parfois effrayantes sur des films qu'on adore, quoi. C'est triste. Et donc, ces films-là, souvent, maintenant, ils existent juste parce qu'il y a une animation, quoi. Ils n'auront pas leurs spectateurs. Il n'y aura même pas de séance, d'ailleurs. La salle ne veut même pas le passer s'ils ne peuvent pas avoir le réalisateur pour l'accompagner ou un intervenant. Il y a beaucoup de films qui existent parce que les metteurs en scène ou bien les comédiens font la tournée avec le film. Toi, par exemple, Erwan Akalak, ça t'est déjà arrivé souvent, enfin pas souvent, mais quand tu auras des invités, donc c'est parce que ce sont des films qui sont en tournée, qui sont des films fragiles, mais du coup il y aura une programmation autour de ces invités-là. Oui, ça va dans le sens aussi de Antonin et évidemment aussi ce qu'Olivier disait, parce que ça va être le lien avec le travail d'Olivier avec Cinéphare, mais la question de la ligne, hein, puisque c'est aussi ça, la question de la programmation et l'éditorialisation de la programmation d'une salle de cinéma. Alors dans notre cas, c'est vrai que c'est particulier puisque c'est un mono-écran, on peut évidemment pas que ce soit le nombre de séances, tout ça. Bon. Donc nous, malheureusement, on travaille beaucoup à la séance unique. On a envie de faire beaucoup de choses, donc on est à la fois généraliste, à réessai, etc. Donc sur une semaine, je me retrouve parfois donc, sur un mono-écran à passer en moyenne, je dirais, 10 films différents par semaine. Donc c'est l'idée aussi, c'est énorme, mais c'est aussi l'idée qu'avec notre entente de programmation, ce qu'on voit bien quand même, c'est qu'on touche différents publics. Oui, parce qu'en plus, j'allais dire, donc, c'est comme ça. en plus...
donc tu es en campagne, Voilà. tu adaptes aussi ta programmation à la population environnante. Évidemment. On va pas. Donc c'est-à-dire que par exemple, si tu fais des rencontres sur certains films, il y a pas mal de films, ça peut être des documentaires ou des films Tout à fait. un peu plus, on va dire, confidentiels, mais qui parlent de thématiques qui vont intéresser la Exactement. population autour. Par exemple, je sais qu'on a parlé en off avant l'émission du succès des algues vertes, le film de Pierre Jolivet, d'après le reportage de Inès Léraud. C'est évidemment un carton dans le coin, parce que, et en France, en Bretagne et en France, mais surtout en Bretagne, parce que justement ça parle de thématiques qui sont extrêmement importantes. Tout à fait. Pour les populations des Côtes d'Armor. Après, c'est comment on pense la salle de cinéma. C'est-à-dire que, alors là, il y a deux aspects. C'est-à-dire qu'il y a l'aspect, je dirais, où c'est important, et là je rejoins totalement Antonin, c'est-à-dire que déjà tu fais vivre ta salle, et pour les spectateurs, en fait, c'est important aussi de voir aussi les professionnels, les réalisateurs, d'avoir accès à ça. Et là, je sais que pour une salle comme Calac, le fait d'être adhérent du réseau Cinéphare et de pouvoir participer à des tournées de réalisateurs ou de réalisatrices, d'acteurs, d'actrices, enfin peu importe en fait. C'est-à-dire que justement c'est une plus-value, c'est aussi des choix du coup de programmation, c'est-à-dire qu'on nous on passe pas tout. Donc ça veut dire aussi que voilà, ça se traduit, les choix qu'on fait, c'est une question de choix, mais ça va aussi avec une autre dimension, c'est que comme tu le disais, c'est-à-dire on va, évidemment, nous on le sait, c'est vrai que le documentaire et la question, je dirais, un peu de la salle comme espace public et d'agora, le côté un peu citoyen, de rencontre, et ben en fait on se rend compte que c'est vraiment très important, et je dirais que peut-être un peu plus, je dirais un peu plus après le moment du Covid. On a senti quand même on en parlait dans la première émission, un retour là-dessus. On en parlait du fait qu'il y a peu d'espaces de rencontre en ville ou à la campagne, justement, parce qu'il n'y a plus justement tous les bars ont fermé, les PMU, il n'y en a plus. Effectivement, la salle de cinéma qui sont quand même encore, y compris dans les petits bleds, des lieux culturels importants, peut participer à cet espace de rencontre entre les spectateurs, ciné-débat comme on dit. Mais ne jamais être non plus dans une forme d'élitisme plutôt élitaire, donc c'est-à-dire plutôt nivelé par le haut, mais ça veut dire aussi qu'on est là pour traiter de sujets qui importent aussi pour les habitants, que ce soit de Calac et autour, c'est-à-dire des problématiques environnementales, par exemple. C'est des choses qui nous touchent aussi, nous, en tant que programmateurs et animateurs de cette salle pour l'association La Belle Équipe. Mais c'est aussi que on a un grand attachement au documentaire. C'est du cinéma. Mais c'est vrai que le documentaire est souvent la question du le sujet, en fait. Je pense au bocage, enfin des choses comme ça. Le démembrement. Le remembrement, par exemple. Enfin, ce genre de choses, comme les algues vertes, tu disais, sur le terrain de la fiction. Mais c'est vrai que là, clairement, on fait venir du monde. Et c'est ça le bémol que je dirais. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus croire qu'en faisant ça, on va aussi réussir à transformer les spectateurs. C'est-à-dire qu'on est aussi souvent dans une salle ou un public qui est quand même déjà aussi convaincu quand elle vient, mais il faut y croire quand même. C'est-à-dire, c'est ça. Et donc effectivement, tu en parlais, mais des réseaux comme Cinéphare, ça aide justement, on va dire, à faire vivre des petites salles. Peut-être juste, Olivier, nous dire comment tu fonctionnes sur une tournée, par exemple, ce qu'on appelle une tournée. Parce que Cinéphare, c'est pas non plus le seul réseau de salles en Bretagne, mais il y a plusieurs assos qui peuvent justement essayer de fédérer. Il y a tout un tissu, associatif autour du cinéma, avec des thématiques particulières, parfois plus doc, sur la langue bretonne, etc. Donc il y a tout un tissu, il y a plein d'autres structures sur lesquelles s'appuyer pour diffuser. Peut-être la différence, c'est que toi, tu es à l'échelle de la Bretagne. Nous, on est à l'échelle de la Bretagne. Voilà, l'axe, c'est plutôt ces films fragiles qui ont besoin d'être soutenus. C'est quand même l'axe principal. On va travailler sur ces films-là. Bon, on fait aussi des plus gros films aussi de temps en temps, mais voilà, cette idée, c'est vraiment ce soutien. Donc, ce que je voulais dire sur les animations, là où je trouve que c'est hyper intéressant pour les salles, c'est qu'on sort justement de ce côté marchand dont on n'arrête pas de parler depuis le début, de cette contrainte des calendriers, du choix. Et Juan disait, c'est des films qu'on choisit là, parce que par exemple, la Cinéphare, nous, on repère des films. Ouais. On s'arrange on discute avec le distributeur, le réalisateur, et on organise une tournée. On dit, de telle à telle date, Tartampion peut venir, et puis les salles qui veulent viennent, quoi. Et une tournée peut se faire pour toi à partir de 3 salles. Voilà, moi, quand il y a 3 salles, pour garder cette idée de mutualisation, il faut qu'il y ait 3 salles qui participent, de 3 à 10, quoi. Donc déjà, c'est la salle si elle le veut, si elle a envie d'y aller, quoi. Donc c'est des films qu'elles aiment.
Voilà, on a envie de défendre un film qu'on aime. Voilà, donc un choix. C'est des choix déjà. Donc on échappe déjà à une partie. On échappe souvent à la chronologie parce qu'on est en décalé. Voilà, moi je suis en train de travailler sur des tournées en janvier de films qui sortent maintenant, mais c'est pas grave. Voilà, Gilles Perret, il va pas venir à la sortie de son nouveau film, il viendra en janvier tranquillement. Je sais que le film il cartonnera à ce moment-là. Et pour se décider, vous faites ce qu'on appelle des prévisionnements pour que les salles partenaires voient les films en avance pour voir si eux ça peut les intéresser pour. Ouais, en grande partie, ouais, c'est ça, c'est qu'on repère des films qui nous semblent intéressants, où on sait que le réalisateur pourrait être présent. Et l'idée, c'est voilà, ça remonte en fait à l'époque du 35 mm où il y avait les projections presse, fallait monter à Paris pour voir les films, pour pouvoir les programmer. Et ici, voilà, les exploitants, ils n'allaient pas aller à Paris toutes les semaines voir les films. Donc l'idée, c'était de ramener les films, enfin une partie des films qu'on sélectionnait et de les montrer. Maintenant, ça a un peu moins de sens parce que les distributeurs peuvent mettre des liens de visionnage à disposition, etc. Mais c'est quelque chose quand même qu'on a gardé, qui rythme toute notre année. Et puis c'est des moments où on voit tous les films ensemble en amont, 2-3 mois avant leur sortie. Puis on peut en parler, et puis on échange, fait des retours. on change d'avis sur le film, etc. Et ça permet de nourrir la programmation. Donc c'est des moments hyper importants, ouais. Ouais, après, je vais peut-être aller nulle part avec ça, mais après, c'est vraiment dans mes questionnements en ce moment, mais c'est que tu dis, mais est-ce qu'on est une économie de l'offre ou une économie de la demande? Mais je me dis, on est les deux. Effectivement, il y a ce truc-là, là où on prend notre pied, quand tu bosses là-dedans, c'est vraiment quand tu es dans un truc de l'offre, quoi. Où tu te dis, voilà, moi, c'est vraiment ça que moi, je propose, j'ai un vrai désir là-dessus, on y va, et c'est là où d'un coup, tu as des films, parce que, bon, on le sait, moi je peux être assez difficile en tout cas sur des films. Je vais évidemment jamais dire que voilà, de toute la programmation du cinéma où je bosse, j'aime les films. C'est loin d'être le cas. Mais effectivement, on est quand même dans un cinéma où oui, on doit correspondre à une demande aussi. Ce qui peut aussi correspondre un petit peu à ce que tu disais sur voilà, moi je sais à peu près ce qui va marcher. Enfin quelque part. Pas tout, mais bon, après, voilà, au bout d'un moment d'un métier, tu dis, bah oui, si tu fais des ciné-citoyens, tout ça. Nous, je sais qu'à l'Arvor, moi, je pestais un petit peu contre ça, parce que j'ai l'impression que les seules animations qu'il y avait, c'était des ciné-citoyens. J'en avais un peu marre, parce que je me dis, il y a plus que ça, et j'étais même à un moment, ça me donnait la jaunisse un peu, quoi. Je me disais, ras-le-bol, les films de dossiers de l'écran où on se sert du cinéma pour en parler, mais ça remplissait les salles, et voilà. Et maintenant, j'ai un peu, non pas changé mon fusil d'épaule, mais je dis, non, c'est hyper intéressant, c'est exactement ce que tu dis. Une salle de cinéma, c'est aussi une salle dans la cité. C'est hyper important qu'on ait ce rôle-là. Après, je suis hyper content qu'il y ait d'autres choses à côté en plus de ça. Mais ceci dit, c'est aussi pour moi, si je fais des citoyens et tout ça, c'est presque là, on est vraiment presque dans un truc de demande. Parce que tu sens que tu as une demande hyper forte là-dessus. Tu as une demande de tout un peuple de gauche de se retrouver dans un endroit où voilà, ils sont tous d'accord entre eux. Enfin, c'est un peu ça. Hein. Et quand tu essayes de faire un truc de l'offre sur des films très fragiles que tu vas essayer de prendre. Moi, le dernier cas que j'ai eu, je peux intervenir des fois dans la programmation des sorties nationales. C'était le film de Karim Dredi, Fainéante, où tu te dis, bah, moi, je vois le film en prévisionnement. Je me dis, tiens, là, moi, je demande à mon entente de programmation, ça, j'aimerais bien le faire. Et j'aimerais bien qu'ils viennent. Donc, tu le vends le truc. Tu vas monter ta séance. Vu que le film il passe dans les squats, tu vas demander aux squats de ton coin de venir. Et tu vas faire vivre le film comme ça. Et c'est un film qui n'est pas trop identifié, quoi. Mais quand même, par ton travail d'animation, de programmation, tu vas faire venir des gens sur ta séance événementielle qui va après bénéficier à l'exposition du film. Tout beau tout la rouille était là. Hein. Voilà. C'est très juste puisque Olivier a organisé une tournée sur le film de Karim Dridi qu'on a beaucoup aimé et découvert en prévisionnement justement et ça a été vraiment un coup de cœur vraiment. Et c'est vrai que là c'est un travail de chaîne. Fainéante, moi je l'avais découvert parce qu'il a été soutenu par la CID qui est aussi une association au niveau national. C'est des réalisateurs qui sélectionnent des films et qui mettent en avant, donc on découvre le film grâce à ça. Je serais pas naturellement allé vers un Karim Dridi parce que j'ai un peu lâché même si j'avais adoré Pigalle à l'époque, etc. J'avais un peu lâché le travail. J'ai vu Fainéante, je suis tombé amoureux aussi, donc on le montre en prévisionnement, ça donne envie des programmations, on fait venir nous Fado
Margot, la comédienne qui vient accompagner le film, et ça donne des séances super où il y a des punks à chiens qui débarquent dans la salle. Enfin, c'était joyeux, c'était vraiment extra. Après, c'est pas non plus, voilà, ça reste des films, et sur la programmation, si on n'avait pas fait ça, si toi t'avais pas reçu Karim Dridi, le film ne passait de nulle part en Bretagne. Ça, c'est très clairement, il y aurait eu 0 séance. Ah non, nous on l'aurait pas vu en prévisionnement, jamais je l'aurais fait. Je pense pas. Et donc voilà, ce film-là, par chance, même si ça reste, voilà. En spectateur, voilà, ça sera quand même dur pour Karim Dridi. Il fera d'autres succès, j'imagine, à côté, sans problème. C'est quand même important pour la vie du film. Mais il y en a d'autres sur lesquels on n'est pas et qui, eux, passent nulle part, en fait, ne sont vus par personne. Et ce qui est dramatique, c'est quand même, tu parlais tout à l'heure des petites graines consommées, à un moment, si on les arrose plus, on n'aura plus d'arbres et on n'aura plus d'anora à passer dans nos salles. Ça, c'est un truc hyper important toujours à dire. Hein. Je vais citer Godard, attention, vous êtes prêts? Non mais voilà, la citation elle est connue, mais c'est La Marche qui tient la page. Je crois qu'ils avaient du ce truc-là, mais qui est absolument brillant, mais qui en plus vérifie tout le temps. Je vais dire, maintenant je vais parler de Villeneuve, donc ça va mieux. Ah, ça va. Non mais tu dis, Denis Villeneuve, c'est clairement un cas d'école. Denis Villeneuve, il existe par les salles d'arrêt-essai. Enfin, ses premiers films canadiens, Incendie, même avant, il y en avait eu un autre qui était, voilà, il a éclos par le circuit des festivals, le circuit des salles d'arrêt-essai. Au bout d'un moment, voilà, voilà, c'est ça. La notion d'écosystème est hyper importante. C'est qui maintenant est un des noms les plus importants à Hollywood, qu'importe ce qu'on en pense, c'est lui. Et ça veut dire que voilà, cette marge-là, elle a complètement intégré la page. Et s'il n'y a plus ce travail-là, voilà, on a plus ça. Oui, parce que pareil, je pense à un autre cas, mais qui seront les prochains Bong Joon-ho, par exemple. Le travail aussi sur une cinéaste comme Kelly Reichardt, par exemple. Il faut faire ce travail-là, qui n'est pas facile. Là, si on va sur le cinéma de répertoire, par exemple, c'est malheureux, mais je prends 2 exemples. Olivier a fait un cycle répertoire sur Luc Moulet, et toi, tu as travaillé là récemment sur Jacques Rosier. On sait que c'est difficile. Ce sera de toute façon difficile. Ouais. Après, c'est vrai que là, on voit bien. C'est une question d'identification. C'est des trucs qui sont hyper fascinants à regarder, hein, cette évolution même de la notoriété des films et tout. Enfin, on sait que le patrimoine français, par exemple, c'est plutôt très très compliqué à travailler. Le patrimoine américain, j'ai l'impression que c'est relativement facile. Après, nous, je sais qu'il y a un truc sur le répertoire. Qui est... Moi, il y a un truc dont je me méfie aussi, c'est vraiment de la segmentation des publics. Je pense que c'est hyper important, nous, dans notre métier, d'avoir une sorte de vision de quels sont mes publics, mais de surtout pas, dans ton truc d'offre, de se dire je ne m'adresse qu'à ce public-là, quoi. Nous, je sais que Thomas, tu le sais bien, on programme la case du film du dimanche soir. Sur ce truc-là, on a à cœur aussi de se dire on va commencer par passer des films qui sont hyper porteurs et hyper identifiés par en tout cas un public qu'on cherchait vraiment à avoir à ce moment-là, qui étaient les plus jeunes qui désertaient un petit peu les salles d'essai. Mais l'idée, c'est que des fois, c'est de se dire bon voilà, on va montrer si tu montres Aliens de James Cameron, tu sais très bien que tu vas remplir ta salle parce que on va dire que voilà les 25, 40, 45 ans, 50 ans, ils vont venir dans ta salle et plutôt plutôt des gens biberonnés au cinéma américain, mais après voilà, tu vas leur passer Serenade 3 de Lou Beach et en fait tu vas quand même, tout cet effet d'entraînement fonctionne et en basculant quand même toujours en restant dans une ligne éditoriale qui est celle du film dimanche soir, mais sur des esthétiques quand même assez différentes, quoi. Parce que tu fidélises sur le long terme. C'est ça. Donc moi je sais que il y a pas mal de cinémas qui font le choix, par exemple, de se dire on va faire une case, il y aura la case cinéma de genre, il y aura la case Japanime, il y aura la case le ciné-club, et là on passera que des classiques de ciné-club, tout ça. Je me dis, c'est pas forcément une bonne idée, parce que là tu comprends quel est ton public, tu sais que tu vas t'adresser dans les cases ciné-club, genre je passe si c'était Gitray, et mon public c'est quoi? C'est des mecs qui ont 50 ans, 60 ans, qui ont vu ça dans les ciné-clubs dans les années 80, 70-80, mais en fait nous, notre intérêt c'est aussi de croiser justement les différents publics qu'on peut avoir. Donc, et c'est vrai que c'est des trucs... Synergie entre les publics. Créer, en fait, moi je suis jamais aussi content que quand tu es dans une salle où tu as de l'étudiant, tu as de l'ado, tu as du vieux, qui est notre base de public en RSS, c'est ça, c'est des gens qui ont 50, 70 ans. Ça a tendance à changer maintenant, mais voilà, c'est Olivier, non. Mais en fait, quand tu as vraiment des croisements de public, c'est ça en tout cas l'intérêt. J'ai quand même l'impression que c'est ça qui va aussi vachement à l'encontre de la consommation culturelle de façon générale, où
tout l'algorithme justement cherche à segmenter hyper le public et à vraiment à lui offrir ce qu'il connaît déjà, quoi. Nous, notre idée, c'est aussi d'être dans un truc d'offre et d'essayer de lui offrir et qu'il accepte ta proposition, quoi. On parle d'offres de demande, donc excusez-moi, mais je vais redevenir vulgaire et parler d'argent. Parce que donc sur la question des films de répertoire, des films de patrimoine, donc vous êtes tributaire de la restauration des copies, des films qui sont réédités, donc c'est très variable selon les cinématographies, bien évidemment. Mais il y a du coup aussi une question financière qui est différente des films d'actualité, puisque donc on parlait dans la première émission de minimum garanti, mais une programmation autour du répertoire et autour du patrimoine se crée évidemment qu'avec les films qui sont disponibles. Et on sait que selon les décennies et selon donc les pays, ça va être hyper variable. Les films de Hong Kong ou bien du Japon des années 70-80 par exemple, il y en a extrêmement peu qui sont restaurés et qui sont disponibles en France en tout cas, mais du coup c'est tributaire. Enfin, la programmation est tributaire en fait des films qui existent. Et comment est-ce que ça se travaille? Où est-ce que ça se trouve? Alors, je dirais une chose là-dessus, c'est que il faut quand même toujours se dire que c'est devenu et c'est un marché. Comme tu l'as dit, on repassait les questions financières et qu'on est aussi tributaire d'une actualité. C'est devenu une actualité. Donc, c'est-à-dire que les telles rétrospectives, voilà. Donc c'est mini-rétro, des cycles. Ce sont des sorties nationales parallèles. En fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a beaucoup de distributeurs qui sont spécialisés dans le répertoire, mais qui travaillent le répertoire comme un film frais. On appelle ça les films frais. Tu vois, on trouve le truc marchand, le rayon frais, comme un film frais, c'est-à-dire qu'il y aura le même travail avec voilà, un peu moins d'argent pour faire ce même travail, mais il y aura ce même travail d'attaché de presse, de contacter les revues, d'avoir la sortie nationale, d'avoir des nouvelles affiches, une bande-annonce. Ils vont traiter les films du répertoire de la même manière qu'on traiterait un film nouveau. Et ça, c'est un vrai travail. C'est vraiment des distributeurs qui sont passionnants et passionnés pour la plupart, et qui font un travail exceptionnel, très compliqué. Et c'est à mettre quand même en opposition avec des détenteurs de droits qui ont des catalogues et qui ne font que faire fructifier leur catalogue sans aucun travail dessus, quoi. Ou parfois même il faut par exemple, ils ont qui délèguent des catalogues et des studios. Il y a des studios qui ont fermé aussi leur catalogue, qui veulent plus les passer en salle. Donc il y a aussi un petit chiffre juste pour qu'on se rende compte, le répertoire je sais pas si c'est toujours vrai à ce moment, mais c'est 30% des sorties nationales et c'est je crois un peu moins de 3% du chiffre d'affaires. Donc pour vous donner un petit peu une idée dans le marché global en France. Moi, ce que je trouve intéressant avec ce cinéma de répertoire, c'est que justement, à la fois on est contraint d'une certaine façon. Je pense à toi, Antonin, à l'Arvor et à des cinémas d'une certaine taille. C'est que il y a une actualité qu'il faut prendre en compte. Moi, à mon échelle, à Calac, et aussi avec Olivier, c'est qu'on va être moins contraint au sens où on peut créer notre propre actualité. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est vraiment le moment où on éditorialise. Oui, où on prend une décision. Là encore, c'est une question de choix. C'est vraiment alors ça va être peut-être parce qu'on va pas se le mentir non plus, on ne crée pas une programmation comme ça, c'est juste que l'année d'avant est ressortie telle chose, on peut le faire du coup, mais c'est aussi ça, c'est-à-dire que ça on peut pas non plus faire exactement ce que l'on veut, et là tu l'as bien dit Thomas, tous les films ne sont pas disponibles. Après il y a deux choses, parce que moi je sais que j'ai un peu évolué là-dessus dans mon rapport, dans cette notion de créer l'actualité et tout ça, où je sais que dans les premières cases de programmation dont je me suis occupé, c'était le film du dimanche soir, et de se dire voilà quel film on a envie de passer. Il s'avérait que beaucoup de films qu'on avait envie de passer étaient souvent des films qui étaient des films de catalogue, c'est-à-dire des films qui appartenaient à des studios type Warner ou à des gestionnaires de catalogue de studios type Parc Circus. Aliens, par exemple, qui est un des premiers films qu'on voulait passer, on l'a passé il y a 1 an et demi, mais il y a 5 ans, le film n'était plus disponible. Oui, là maintenant il est plus disponible, il est bloqué quelque part, mais en tout cas là on avait pu le faire. Ce que je veux dire par là, c'est et ça je sais que je reviens à ce qu'on élabore là pour truc, je me dis là il y a les Acacias qui ressort La Garçonnière,
clairement, il faut le faire. Aussi, dans cette optique de respecter l'écosystème et ce travail dont parlait Olivier, de se dire, s'il y a tous ces acteurs-là, passionnés, qui ressortent les films, qu'importe si tu le fais un an après, ou voilà, mais en tout cas, ils achètent des mandats de distribution, ces distributeurs-là, sur des films, genre La Garçonnière, il va retourner chez Parc Circus d'ici un an, probablement, un truc comme ça. Mais en attendant, voilà, on a Alex Acacia qui reprend en charge ce film, qui élabore des nouveaux supports de communication, des plaquettes, tout un accompagnement, qui fait une petite com, il y a une couverture presse parce qu'ils ont des attachés de presse qui travaillent avec les trucs. Tu te dis, non seulement ça va bénéficier à ma séance, et aussi ça fait fonctionner un écosystème avec ces gens qui font vivre le cinéma de patrimoine. Parce que moi je me dis toujours, et je le dis aussi souvent en salle, c'est aussi important d'aller voir ces films. Aussi pour continuer à faire vivre les restaurations de ces films-là. Les restaurations de ces films-là, effectivement, on peut se dire, bon, c'est les pouvoirs publics ou le CNC qui s'en charge, ou les différents des mécénats et tout ça, mais c'est aussi bien que c'est une existence économique, une validité économique, si les gens continuent à acheter des DVD, des Blu-ray, s'ils continuent à payer leurs billets pour aller le voir et pas se dire... Parce que c'est une réflexion qu'on peut avoir souvent. Moi, je l'ai eu. Genre, ouais, mais vous passez ce film-là, il date des années 80, pourquoi je paye tarif plein? Vous pouvez pas faire un tarif réduit, il est déjà... rentabilisé, mais non en fait il existe en Blu-ray, en DVD partout. Ouais, puis c'est surtout voilà, il est vieux, il a déjà fait son argent, ça peut s'entendre, mais c'est aussi que voilà, les films ils ont une restauration qui a un coût, il y a des vrais extrêmement cher, qui est très cher, et il faut évidemment, c'est bien que les gens gagnent de l'argent sur la chaîne aussi, mais c'est important que pour voilà d'avoir en tête que les restaurations, même quand c'est un film des années 80 ou 90, il y a de la restauration, c'est hyper important. Et le distributeur paye quelque chose et il faut qu'il se rembourse pour tenir. Donc de toute manière, il a besoin des entrées pour rentrer dans ses frais et pouvoir ressortir un film derrière. Donc moi, ça me paraît toujours assez important aussi de suivre quand même un maximum, même si c'est pas sur le moment de la sortie. Moi, je sais que La Rosier, je l'ai fait un mois plus tard. Tu vois. Ça, bon, nous, on a plus tendance à coller à l'actualité souvent parce qu'on est plus, dans une ville de plus grande. Voilà. Mais il y a aussi un rapport au fait que c'est là aussi la question de la population et des habitants, d'habitantes, c'est que il y a les étudiants à Rennes. Il y a aussi, je dirais, un brassage de public que moi je peux pas me dire le mercredi de la sortie, je sais pas, je vais passer par exemple une des grandes découvertes qu'on a fait en prévisionnement moi cette année grâce à Olivier, ça a été le film de David Chikele Bushman, qui est un film extraordinaire. Oui. Je ne l'ai pas fait pour l'instant à Calac parce que c'est compliqué de le faire comme ça. Oui, parce que tu sais que par exemple, le film est absolument pas identifié. Oui, puis ceux qui habitent à Brest à 1h15 de route ne vont pas venir en pleine semaine pour aller voir un film à Calac, c'est un peu plus compliqué. Et nous, le programme là, avec Alice Leroy, une critique qui va venir accompagner le film sur 5-6 séances dans 15 jours. Quoi. Ouais. On a pris le temps effectivement de trouver l'intervenant. C'est ce que tu disais, nous on n'est pas vraiment sur les mêmes logiques que dans une grande ville. C'est important pour une grande ville, c'est important pour le distributeur. Nous, je veux dire, sur les petites villes, il y a beaucoup moins d'enjeux, donc on peut construire des programmations en décalé. Comme tu disais, l'année dernière, on a beaucoup aimé Mon nom est personne. Qu'est-ce qu'on fait? On retravaille sur une thématique autour du western italien. On va agréger d'autres films du western italien. On fait un cycle avec ça. Et on travaille comme ça, plus en décalé. Et tu le fais accompagner, justement. Même si les sorties sont en décalé, elles seront toujours accompagnées par des... Les cinémas font comme ils veulent. Oui. Ça la dérange. Obligé. Ce serait l'idéal, mais après en budget, nous, parce qu'on sait que la salle peut pas se permettre d'accompagner toutes ces séances de répertoire. Nous, l'idée qu'on a, c'est de les former entre guillemets, leur apporter des clés sur les films. Donc là, sur les films italiens, c'est Jean-Baptiste Toré qui va venir. On va regarder les 3 westerns ensemble. Il va nous en parler pendant une journée, avec l'idée que ensuite les animateurs des salles. Pendant une journée entière. Oh oui, il n'y a pas de souci. Je sais même pas si on aura le temps de voir les films, mais c'est possible ça. C'est possible. On les passer en fois 1,5. On sera à Calac à ce moment-là. Puis là, on va mélanger aussi les spectateurs de Calac. Voilà, ce sera ouvert au public. Et l'idée, c'est qu'ensuite, les animateurs aient des billes pour pouvoir de leur côté retransmettre ces films et les accompagner. Donc on peut pas les faire accompagner par un spécialiste à chaque fois financièrement, mais ce serait l'idéal. J'y pense quand même, c'est qu'aussi une question de formation aussi quelque part. C'est-à-dire qu'on est des cas sans doute aussi un peu atypiques quelque part. C'est que vous êtes universitaire de formation, donc vous avez aussi le bagage, on va dire. Oui, ou d'avoir fait ce travail-là avant. C'est-à-dire que moi, je viens pas de l'exploitation. J'ai découvert ce métier sur le tas, véritablement. Enfin, j'ai découvert le métier au fur et à mesure, mais c'est que j'avais ce bagage-là avant, donc effectivement pour moi c'est plus naturel en fait d'accompagner les films, c'est mon métier de base en fait. Donc il y a beaucoup d'exploitants qui ne sont pas forcément des cinéphiles. Et c'est bien normal. Enfin, je veux dire, on peut pas tout. C'est clair. Donc c'est aussi une question de formation là-dessus, et c'est pour ça que des formations répertoires sont importantes, comme le fait Olivier à l'échelle du réseau.
Mais c'est vrai qu'après, ça paraît, c'est toujours cette notion. Bon, je suis mal à l'aise avec l'idée où là, les films, ils ont besoin d'être accompagnés. Tu dis, voilà, c'est chaud quand même. C'est comme si on parlait de quelqu'un qui avait un handicap. Mais c'est vrai. Mais tu te dis, c'est pas. Mais ceci dit, c'est vrai. Alors, c'est vrai dans le sens, c'est pas le film qui a besoin d'être accompagné. Moi, des fois, je me dis, c'est le spectateur quelque part, ou en tout cas, moi, ça rentre avec cette idée d'être prescripteur, d'être dans un truc d'offre où voilà, on vous propose ça, on incarne, le cinéma va incarner cette programmation-là, il faut qu'il y ait une présence de quelqu'un qui en parle. Moi, je sur beaucoup de présentations, mais on est une association aussi avec beaucoup de bénévoles et dont beaucoup sont très cinéphiles et très désireux aussi de présenter des films. Et ça, c'est bien, c'est une vraie chance qu'on peut avoir. On a aussi, on est dans une grande ville, donc tu vois, Thomas, toi, tu peux présenter des films de temps en temps. Voilà, on a cette chance-là. Avec qui vous êtes bien sûr, ouais. Donc on va avoir à chaque fois les séances, elles sont événementialisées. J'adore ce néologisme là, mais pour vraiment, justement, par un accompagnement éditorial. Alors tu vois, moi je ferais la métaphore, elle serait, je sais pas pourquoi j'ai toujours pensé à ça, mais je pense que ça vient de quelqu'un que j'ai entendu en festival déjà le dire, mais il y a le côté aussi que le film est nu. Où le film est habillé. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a un truc où si on laisse le film sans rien, en fait, quelque part, on a un robinet à contenu. Oui. Voilà, c'est ça. C'est, du coup, là encore intervient la question du choix, mais l'idéal, ce serait que tous les films soient accompagnés. Ouais, mais ça, c'est... soit vu, ou au moins, en tout cas, que même s'il y a un spectateur, que quelqu'un puisse dire un mot de chaque film. Notamment avec Thomas, même 4-0... C'est pour ça que voilà, sur les cinémas c'est probablement plus intéressant que le film lui-même. Si les cinémas art et essai, voilà, il y a toujours autant de spectateurs, c'est parce que dans beaucoup, il y a cette éditorialisation, il y a une présence humaine et il y a des échanges avec le public, quoi. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de mystère entre un multiplex où effectivement maintenant on n'arrive même plus à croiser quelqu'un en fait dans un hall de multiplex. Enfin, il y a quelque chose d'un petit peu effrayant. Parfois, on prend sa place sur Internet ou sur des boards, on n'a plus d'humain. Il y a quand même avec même l'ironie suprême étant quand même aussi la présentation du film en visio préenregistré. Et ça c'est très étonnant, mais ça moi je me dis c'est assez incroyable comment l'écart qui se fait. On sait que dans beaucoup de grands circuits il y a des gens qui viennent de la grande distribution qui arrivent à la tête, des gens qui viennent pas du cinéma mais qui viennent plutôt de la grande distribution et qui sont dans des logiques de marketing qui sont théorisées en haut lieu mais qui eux en tout cas s'intéressent vachement à cette notion qu'il faut le moins d'obstacles possible entre un désir et l'accomplissement de ce désir-là. D'où pour les cinémas l'idée que de type Pathé d'avoir plus de présence humaine, c'est-à-dire qu'on est à 2 clics de l'achat du billet, comme c'est la logique d'Amazon, où Amazon prépare déjà ta commande avant même que tu l'aies commandé, parce qu'ils savent par l'algorithme que tu vas probablement commander ça. Dans les logiques d'application et sur place, c'est l'idée, voilà, je suis à 2 clics d'acheter mon billet. Parce que l'handicap des salles de cinéma, et ça il le théorise très bien tous ces gens-là, c'est de se dire, contrairement à tout le SVOD où on est à 2 clics, effectivement, j'ai envie de voir ce film, en 2 clics je le vois, le cinéma aura toujours l'handicap, il faut sortir de chez soi, il faut se déplacer. Et c'est vrai que moi je me dis on a tout à gagner en fait à aller à l'extrême inverse, d'être vraiment dans l'idée non, nous on va vous faire sortir de chez vous, vous allez vraiment faire le truc parce que en plus on est vraiment chiant parce que c'est une date unique, c'est sur un horaire unique, donc c'est l'inverse total de Netflix où c'est n'importe quand. Donc voilà, on essaye de distinguer là-dessus aussi. Messieurs, c'est parfait. Il nous reste 2 minutes d'émission, donc question, je vous avais prévenu. Quel avenir pour la salle de cinéma? Allez, en 2 minutes, ça peut être torché. C'est quoi l'avenir? Les salles premium, des salles à 25 € la séance, faire des événements partout. Alors, qui veut commencer? Quel avenir pour la salle de cinéma? Tant mieux s'ils font ça en tout cas, mais moi après je suis relativement confiant parce que j'étais moi pour ma part dans tous les années 2010 j'étais plutôt pas du tout confiant sur l'avenir du cinéma tout court, que ça soit en salle ou ailleurs, parce que j'avais l'impression que vraiment même la production était naze, que ça soit la production labellisée RSA ou la production de blockbusters américains, ou une sorte de festivalisation du cinéma mondial où tu dis oh la vache, tous les films se ressemblent. Alors c'est que des éléments qui sont toujours actifs, mais j'ai quand même l'impression que les propositions, le fait que les jeunes reviennent en salle, je me dis
ça y est, L'espoir renaît. ça renaît quand même. Et avant, je pouvais me dire, dans les années 2010, je me disais, si j'avais 25 ans, de toute façon, j'irais pas au cinéma non plus parce que tout est chiant et tout est nul, quoi. Là, je me dis quand même que les propositions sont plus à même de séduire et qu'il y a une vraie envie, et ça a aussi été un effet du Covid, de se réunir en salle. Même des phénomènes qui peuvent exister sur le film d'horreur en ce moment sont vraiment peut-être la pareille émergée de l'iceberg, mais c'est vraiment ça, c'est qu'il y a une vraie envie d'aller en salle, participer à une expérience commune, quoi. Rien ne remplace le collectif. Alors moi je dirais à la fois la même chose, mais l'autre chose par contre c'est que pour moi l'avenir du cinéma c'est qu'il faut qu'il arrête. C'est-à-dire que je pense qu'en termes écologiques et de manière responsable, par rapport aux data, aux serveurs et tout ça, en fait, il ne faut plus d'électricité. Donc je pense que le cinéma est mort. Merci. Olivier, une conclusion après cette belle assertion de Juanito? Ouais, ça dépend des jours en fait, des excès d'optimisme comme Antonin aujourd'hui parfois. Et puis parfois, l'idée que peut-être aussi on va vers une muséification de certains cinémas, où ça dépend aussi qu'est-ce que va devenir le film frais dont on parlait tout à l'heure, le film d'actualité. Où est-ce que ça va aller? Est-ce que les films américains vont continuer à disparaître de plus en plus au profit des plateformes, etc. Qu'est-ce qu'on aura à mettre dans nos salles de cinéma? Il y aura toujours cette envie de se rencontrer des spectateurs, mais peut-être qu'on sera plus sur des sortes de musées du cinéma où on reverra les films anciens, mais on se retrouvera quand même pour les voir. Donc de toute façon, ça continuera à exister, mais peut-être sous une autre forme. Ou alors ça va continuer comme maintenant. On verra. Statu quo. Donc voilà, on va devoir s'arrêter là malheureusement. Merci beaucoup messieurs, merci Antonin Moreau du cinéma Arvor à Rennes, merci beaucoup Erwan Flockley du cinéma La Belle Équipe merci à Thomas. Et merci beaucoup Olivier Bitoun du directeur du réseau Cinéphare. Merci. Merci messieurs, prochaine édition, on se retrouve dans 10 ans pour refaire une nouvelle émission bilan sur l'exploitation au cinéma. Prochaine édition, prochaine édition. À ciao, bonsoir. Bisous.